Mon livre qui mêle basket et pop culture, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, sort le 19 mars, mais pour lui donner de la force, vous pouvez déjà le précommander partout. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, sans ça, toutes les infos sont dans la description. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Mais là, je dois le dire, je m'en excuse d'avance, j'ai connu un petit souci. Le week-end dernier, je lance le sondage. Comme d'hab, le sujet sur les Français est bien installé devant, donc je bosse dessus assez vite. Et 2 jours après le tournage, je vais faire mon screen. Et là, plot twist, le sujet sur le tanking est passé en tête. Du coup, je suis désolé, exceptionnellement, je vais faire le sujet numéro 1. Vraiment, pardon pour ça, je reproposerai le tanking dès ce week-end, là, dans les sondages sur Insta. Ouais, vous avez capté, les sondages, c'est sur Instagram que ça se passe. Et normalement, je fais le sujet numéro 1. Donc vous connaissez la règle, vous votez, vous choisissez, je construis l'épisode, donc venez me rejoindre là-bas si ce n'est pas encore fait. Et tant qu'à faire, dans les formalités, si vous découvrez juste la chaîne, pensez à vous abonner ici aussi. Mais ouais, bref, pour me faire pardonner de mon erreur, je vais élargir un petit peu le sujet que j'avais proposé au début. Au lieu de parler seulement des Français aujourd'hui, comme je l'avais prévu, je vais parler de toute la francosphère, et je vais expliquer ce que c'est pour moi la francosphère. Vu que je sais que j'ai pas mal d'abonnés en Suisse et en Belgique aussi, je me suis dit que je pouvais aussi ouvrir mon contenu aux pays francophones frontaliers. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de 20 Français, de 3 Suisses et de 2 Belges, tous classés dans l'ordre alphabétique. Un programme très dense. Ça va enchaîner, ça va aller vite, alors je m'éternise pas, installez-vous bien, on lance ça direct. Comme prévu, on fait ça dans l'ordre alphabétique, et on attaque avec Nicolas Batum. Batum, c'est le vétéran de luxe. C'est pas celui qui va te mettre 20 points, mais c'est celui qui joue juste. Du spacing, du QI, une défense collective qui se voit, même si le box score ne le montre pas. Il ne crée quasiment plus balle en main, mais il joue propre, bonne passe, bon écran, bon placement. Il fait respirer l'attaque des Clippers quand il est là. Et en défense, il est encore précieux. Anticipation, communication, polyvalence. Un vétéran qui lit l'action avant tout le monde, toujours au bon endroit, toujours au bon moment. Bon, maintenant c'est vrai, son année c'est pas un feu d'artifice, mais c'est clairement pas un crash non plus. C'est juste Nico Batum, utile, propre, qui connaît son rôle sur le bout des doigts, même si aujourd'hui il ne shoot quasiment plus qu'à 3 points. Après, encore une fois, si vous l'attendez à 15 points tous les soirs, vous allez être déçu. Mais si vous regardez ce qu'il est censé faire, c'est carré, il le fait bien. Les Clippers le gèrent, normal. À 37 ans, sa vraie valeur, c'est le cerveau et la défense. Mais ce genre de profil, dans une équipe qui vise les playoffs, c'est précieux. Et sans faire de bruit, ça peut te gagner des possessions cruciales. Johan Béringer, maintenant, un rookie français qui, pour l'instant, n'a pas encore eu vraiment énormément l'occasion de se montrer. On replace vite le contexte. 19 ans, donc très jeune. 17e choix 2025. Il évolue dans une équipe de Minnesota qui joue une vraie saison ambitieuse. Donc forcément, en NBA pour l'instant, on le voit surtout à petite dose. Quelques minutes, peu de tirs, mais beaucoup d'énergie. On lui demande surtout de jouer simple, de ne pas faire d'erreur. Et en fait, son parcours, il explique assez bien ce que l'on voit sur le terrain. Il a commencé le basket très tard, donc oui, c'est encore brut par moment. Minnesota le fait bosser aussi en G-League pour avoir plus de minutes, plus de ballons, plus de responsabilités. C'est pas une punition, c'est juste la voie normale pour un si jeune joueur. Et surtout, faut pas surinterpréter ses petites stats en NBA. Béringer, c'est un projet, point. Et les Wolves prennent leur temps. Et là, déjà, tout de suite, on va partir du côté de la Belgique avec Toumani Camara. Et vraiment, l'ignorer aujourd'hui, ça aurait été criminel. À Portland, Camara a désormais une place de titulaire indiscutable et tout le monde sait pourquoi il est sur le terrain. En attaque, c'est pas lui qui pilotera le camion, mais il fait tout ce que les coachs adorent. Il coupe, il court, il sanctionne quand il est ouvert, il fait le sale boulot. Et sa vraie identité, elle est surtout défensive. Camara, aujourd'hui, c'est un vrai chien. Il prend la star d'en face, il s'accroche, il embête, il use. S'il continue à mettre ses tirs ouverts à un niveau correct, il confirmera qu'il peut être un role-player parfait s'il est entouré de stars. Et pourquoi pas même passer un gros cap s'il continue ses progrès à la création. Et tant qu'à faire dans la francophonie, on enchaîne avec la Suisse et Clint Capela, un joueur installé en NBA depuis 12 ans maintenant. Cette saison, Capela est revenu à Houston, là où pour lui tout avait commencé en 2014. Aujourd'hui, il n'est plus titulaire, la raquette des Rockets tourne autour de Şengün, donc Capela n'a pas non plus énormément de temps de jeu, et ses stats le montrent, quelques points, des rebonds, un peu de protection de cercle, et quasi que des tirs près du panier. On pourrait parler de déception, vu les rôles qu'il a connus plus tôt dans sa carrière, mais je n'irai pas jusque là. Il a juste enfilé un nouveau costume, celui du grand qui vient faire le sale boulot quand il faut. Et là,
là, avec la blessure à long terme de Steven Adams, Houston pourrait encore plus avoir besoin de lui dans une optique de play-off. Oui, face à des équipes physiques et grandes, Udoka pourrait l'utiliser un peu plus. Son profil reste précieux parce qu'il encaisse, verrouille la raquette et fait peu d'erreurs. Pour moi, il n'est pas en chute libre, il est juste passé en mode vétéran de rotation, utile quand t'as besoin de ce qu'il peut t'apporter. Et vu le contexte à Houston, ça peut finalement servir plus souvent qu'on ne le croit. On revient maintenant du côté de la France avec Sidi Sissoko qui, depuis qu'il est à Portland, montre clairement qu'il a sa place en NBA. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que Portland lui a donné une vraie place dans la rotation cette année. On n'est plus seulement sur du garbage time, il enchaîne les matchs, il a même démarré pas mal de fois dans le 5 quand l'équipe était décimée. Et quand il est là, tu le remarques tout de suite. Sissoko, c'est de l'énergie, du physique, des courses, des cuts, des passages en force provoqués, et cette défense chiantissime qui te fait gagner des possessions. Les stats restent modestes parce qu'il n'a pas beaucoup de responsabilités offensives, mais son impact global, lui, est bien réel. Et c'est ça que j'apprécie, tu sens sa présence dans un match même quand il ne produit pas d'énormes stats. Il a sécurisé un vrai contrat récemment et c'est mérité, dommage pour Ryan Rupert dont on parlera plus tard. Mais pour résumer, Sidi c'est pas juste des qualités athlétiques et de la hype, c'est un gars qui hustle et gagne sa place possession après possession, et ça c'est un vrai beau compliment pour un joueur comme lui en NBA. Maintenant Bilal Coulibaly, et si on se focus sur son scoring, je peux comprendre qu'on puisse vraiment être déçu. Pourtant, malgré les grosses critiques qu'il peut recevoir sur son jeu offensif, j'ai tendance à toujours beaucoup croire en lui. Ouais, chez les Wizards, Bilal a un vrai rôle, il n'est pas juste un joueur en développement collé au fond du banc, il est sur le terrain avec des minutes solides et une mission simple, impactée des deux côtés du terrain. Et quand tu regardes sa saison, tu vois un jeune ailier assez complet, qui peut peser ponctuellement en attaque, et surtout une présence défensive qui se voit tous les jours. Il gratte des ballons, il a les mains actives, il court en transition, il coupe off-ball pour offrir des paniers faciles. Bref, il existe même quand les systèmes ne sont pas créés pour lui. C'est ce que je veux retenir, il n'a pas besoin de prendre 15 tirs pour être utile. Le vrai sujet avec Washington, c'est que la saison en cours a pris une tournure un peu chelou. Les Wizards ont bougé fort avant la deadline et les blessures ont cassé le plan, donc Bilal doit parfois bricoler. Malgré ça, il tient son rang, et si le playmaking revient comme sur les flashs qu'il a montré l'an passé, il va récupérer des tirs plus propres, plus dans le flow du jeu, et ça peut changer sa fin de saison. Au final, il est sur de bons rails, c'est surtout la régularité de son tir qui va décider à quelle vitesse il pourra décoller à nouveau. Paco M'Dadié maintenant, c'est le joueur qu'on ne peut pas vraiment évaluer sans prendre en compte tout le contexte. On parle d'un ailier qui a été choisi au premier tour par les Knicks en 2024, mais New York joue la gagne et la rotation est serrée, donc ses minutes en NBA sont minuscules. À l'instant T, il tourne autour de 1 point par match en gros, avec moins de 5 minutes en moyenne, souvent sur des bouts de match ou dans le garbage time, et c'est logique. Dans ce contexte, on ne lui offre pas un rôle tout fait, on lui demande de le mériter, bien se placer, courir, couper, prendre le tir ouvert sans hésiter, ne pas plomber le rythme et surtout éviter les erreurs bêtes. Et en vrai, sa saison, elle se joue principalement ailleurs que sur les parquets de la NBA. Les Knicks l'envoient régulièrement en G-League à Westchester pour lui donner des minutes, et là tu le vois mieux, ailier long, mobile, il peut scorer quand il a du rythme, et surtout il bosse le tir et la lecture. Il a fait 2-3 perfs bien prometteuses à plus de 20 points, c'est cool, mais pour l'instant il est clairement en mode apprentissage. En gros, jusque là, en NBA, c'est coup-ci coup-ça, et l'idée c'est principalement de le développer. Par contre, si on enchaîne avec Moussa Diabaté, on enchaîne maintenant avec un joueur qui lui a su choper un super statut, un vrai statut. À Charlotte, il a vraiment changé de dimension ces 2 dernières saisons, il joue tous les soirs, il obtient ses 25 minutes, et ses moyennes ressemblent à celles d'un vrai intérieur de rotation solide. Ce qui est fort, c'est que son impact vient beaucoup grâce à son énergie et son hustle. Finition près du cercle, rebond offensif, course en transition, écran qui libère les autres, et défensivement, il apporte de la présence, du timing, il met ses bras partout, le genre de profil qui peut faire une différence sans forcément avoir besoin de toucher la balle. Et le détail important, c'est que là, en ce moment, il est vraiment en train de confirmer, c'est pas juste un coup de chaud. Diabaté maintenant a un vrai contrat, donc le message est clair, l'équipe compte sur lui. Quand il est sur le terrain, il impose une identité, il ne va clairement pas mettre 20 points en enchaînant les pull-ups, mais si vous aimez les mecs qui se battent sur chaque possession, il a sa place, même si on l'a vu avec Jalen Duren, ça lui est arrivé d'aller un peu trop loin dans la bagarre. Mohamed Diawara maintenant, c'est peut-être le genre de nom que vous connaissez peu si vous ne regardez pas souvent les Knicks jouer. Diawara, c'est un ailier drafté au 2e tour qui a chopé son contrat à New York. Son rôle est limité, petite minute, stats modeste, mais son année se lit plus dans l'usage que dans les chiffres. Quand la rotation s'ouvre, il profite des opportunités, on lui demande d'être grand, actif, discipliné, et il le fait, pendant que défensivement, il apporte de la longueur. Son tir extérieur sera le vrai levier. S'il continue à mettre ses tirs ouverts, il pourrait vite gagner un peu plus de minutes. Pour l'instant, je pourrais pas aller jusqu'à dire qu'il est installé dans la rotation, mais le point important, c'est que je pourrais pas non plus dire qu'il est totalement invisible. Et si on enchaîne là-dessus, un qui est clairement en train de gagner en visibilité, c'est Ousmane Dieng. Parce qu'il faut se rappeler d'où il vient. Pendant des mois à OKC, Dieng c'était surtout un jeune dans l'ombre, un profil long et fluide qu'on voyait juste par intermittence. Et puis, juste avant la trade deadline, le Thunder le bouge, et après avoir pas mal voyagé, il atterrit à Milwaukee avec de vraies opportunités qui s'ouvrent à lui, notamment car les Bucks ont eu des absences comme Giannis, et quand tu retires un monstre comme ça, forcément tu libères des minutes, des tirs et des responsabilités pour des mecs de rotation. Et là ce que j'aime, c'est que Dieng n'a pas juste été posé au fond du banc en mode déco, on l'a utilisé pour de vrai, sur des minutes qui comptent, et lui, il gère de ouf.
C'est ça qui est super positif, c'est que les Bucks lui ont filé un rôle clair. On lui demande d'être un grand ailier moderne, écarter le terrain, prendre le tir ouvert sans trembler, attaquer les close-out quand le défenseur arrive en panique et faire les bonnes passes simples quand la défense se resserre. Et surtout, défensivement, il peut rester sur le parquet même quand l'adresse redescend, parce que sa longueur gêne, il coupe les lignes de passe, il conteste, il peut mettre un contre en aide. Et ça, c'est la base pour survivre en NBA quand tu n'es pas une star. Si tu défends, tu restes sur le parquet. Et le plus fou, c'est que sa version Bucks, elle a déjà mis des images très fortes dans la tête des gens. Contre Orlando, il met 17 points en 20 minutes avec 5 tirs à 3 points. Il ne subit plus, il sanctionne. Et quelques jours après, le match qui fait parler tout le monde, c'est le retour à OKC. 19 points, 11 rebonds, 6 passes, 4 contre. Là, il n'est pas juste un shooter qui prend un coup de chaud, il est partout, il remplit toutes les colonnes. Et en plus, c'est symbolique parce que c'est face à son ancienne équipe. La question maintenant, c'est est-ce qu'il va pouvoir confirmer quand tout le monde reviendra? Oui, il y a sûrement un côté on fire, surtout à 3 points. Mais même si son adresse redescend, il a un truc qu'il peut tenir. Sa taille, sa mobilité, sa défense en aide, le fait qu'il peut exister sans système pour lui. Et le timing est parfait, parce que là, t'es sur la fin de saison, exactement le moment où tu peux te refaire une bonne image dans la ligue. S'il reste sérieux en défense et qu'il continue à sanctionner quand il est ouvert, il peut se transformer en vrai joueur de rotation, le genre de 8ème, 9ème homme qui peut gratter des minutes en playoff selon les match-ups. Pour Noah Essanguet maintenant, on va faire vite car on ne l'a quasiment pas vu en NBA. 12ème choix 2025 à Chicago, 2 micro-apparitions, aucun point, puis blessure à l'épaule, opération, saison terminée. Voilà. Là, le sujet, c'est même pas est-ce qu'il est bon, c'est est-ce qu'il reviendra en bonne santé. Rééducation, muscu, retour progressif, c'est ce qu'on attend, et on jugera vraiment ce qu'il vaut l'an prochain. On retourne vers la Suisse maintenant avec Keyshawn George qui s'est fait lui une place réelle du côté de Washington. Dans une équipe en reconstruction, il a de vraies responsabilités, autour de 15 points, 5 rebonds, 5 passes, presque 30 minutes, un vrai rôle. Et à mes yeux, c'est là que sa saison devient intéressante, il est en train de se construire une identité, parce que sur le terrain, Brian Keefe l'utilise comme un grand ailier qui fait un peu tout. Il écarte le jeu, il met des tirs à 3 points, mais il attaque aussi le cercle sur les défenseurs qui arrivent trop vite sur lui. C'est intéressant, à seulement 22 ans. Puis défensivement, il a le gabarit pour switcher sur plusieurs postes, au moins tenir, gêner, mettre ses mains, et ça aide clairement à justifier ses minutes. Ses 34 points, fin octobre, ont montré qu'il pouvait vraiment briller quand on lui donnait des minutes et des responsabilités. Le petit bémol, c'est l'irrégularité, surtout dans une équipe qui a beaucoup changé. Et là, l'actu chaude, malheureusement, en ce moment, elle se passe à l'infirmerie. On vient de lui diagnostiquer une entorse au gros orteil gauche. Ça, c'est le genre de pépin qui peut te casser le rythme parce que ça te touche les appuis, donc le tir, les changements de direction, la défense. Donc la fin de saison peut se jouer là-dessus. Soit il revient vite et il continue d'empiler les bonnes perfs dans ce rôle de créateur secondaire, soit ça devient plus haché et il pourrait perdre un peu de son élan. Mais globalement, Washington tient déjà un joueur qui compte, et en NBA, un joueur comme ça vaut cher, mais sûrement pas aussi cher que Rudy Gobert, le baromètre des Timberwolves. À 33 ans, il est toujours titulaire indiscutable à Minnesota, et statistiquement, c'est du Gobert pur jus, environ 11 points, 11 rebonds, top 5 NBA dans le domaine, presque 2 contres, et surtout près de 70% au tir, meilleur pourcentage de la ligue. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il vit sur des tirs à très haut rendement, dunk, lob, rebond offensif, panier tout près du cercle. Il ne crée pas en isolation, mais il maximise chaque possession, et ça, dans une équipe ambitieuse, c'est super utile. Son rôle n'a pas changé, c'est l'encre défensive, il protège le cercle, il contrôle le rebond, il fait le sale boulot. Et comme d'hab, il fluidifie les attaques avec ses écrans, même quand ça ne se voit pas. Son vrai point noir, c'est toujours les lancers francs, autour de 50%, et en fin de match serré, ça peut compter. Parce que oui, certaines équipes peuvent le hack, et Finch, bien qu'il soit précieux, peut être amené à l'envoyer sur le banc. Ça ne gomme pas son impact global, mais ça pèse mine de rien, surtout dans les moments clutch. Cependant, même si toute sa vie, il restera sûrement un joueur critiqué, je trouve qu'on oublie trop souvent son impact global. Juste après le All-Star Break, il sort un gros match face à Dallas. 22 points, 17 rebonds, 3 contre. Typiquement le genre de soirée où il rappelle qu'il peut dominer sans dribbler. Mais sur ce match, le revers, c'est qu'il prend encore une faute flagrante. Il les a pas mal accumulées depuis le début de l'année, et déjà, il en est à sa 2e suspension à cause de ça. Ça, en fin de saison, ça peut compter sur la continuité et le rythme collectif. Ce serait bien que désormais, il évite ce genre de déconvenu. Il en est capable, à 33 ans, il a la maturité. Pour résumer, Gobert fait une saison à la Gobert. Solide, précieux, avec toujours les mêmes défauts, oui, mais surtout avec toujours les mêmes qualités. L'enjeu maintenant dans cette équipe ambitieuse des Wolves, ce sera de confirmer en play-off. Place maintenant à Killian Hayes qui vient de signer un contrat de 10 jours à Sacramento et je suis très content pour lui. Cette année, jusque-là, il était au Cleveland Charge pour tenter de remettre son nom sous les radars, et ça a fonctionné. Il a même été élu joueur de la semaine en G-League avec de grosses stats en tant que meneur de jeu. Quand t'as plus ta place garantie en NBA, le meilleur moyen de te relancer, c'est de rejouer beaucoup, de retrouver la confiance et de se montrer. Mais la question NBA, au fond, c'est toujours la même. Est-ce que son tir va enfin forcer le respect? S'il prouve qu'il peut être une menace crédible sans avoir besoin de tout contrôler, il pourrait peut-être essayer
essayer peu à peu de se refaire un nom dans la grande ligue. Allez, retour en Suisse maintenant avec Yannick Conan Niederhauser, et je sais très bien que la commu helvète avait très envie d'entendre parler de lui. Si je fais le bilan sur le pivot drafté au premier tour de la dernière draft par les Clippers, je dirais qu'il vit une saison rookie classique dans une équipe qui, autant qu'elle le peut, tente de gagner. Ses séquences sur le parquet sont courtes, mais ses missions sont simples et sa valeur est avant tout défensive. S'il devient fiable sur les détails et qu'il se montre discipliné, ses minutes pourraient monter en fin de saison dans cet effectif remanié. Pour l'instant, il joue surtout en G-League, mais il reste un projet à suivre. Et s'il y a un autre projet que j'ai envie de suivre de très près, c'est celui du Belge Adjei Michel d'OKC. Déjà, faut remettre le contexte. OKC, c'est pas une équipe open bar pour les jeunes. La rotation est profonde, ça joue la gagne, et si tu grattes du temps de jeu, c'est que tu donnes un truc clair. Et Adjei, c'est tout à son honneur, il s'est fabriqué un rôle simple. Un arrière sérieux, qui joue propre, qui peut créer, et qui peut aussi mettre des points sans avoir besoin de 20 systèmes pour lui. On parle d'un joueur qui tourne à 14 points et presque 2 interceptions sur ses matchs joués. Et ça, pour un joueur de rotation, c'est pas juste prometteur, c'est impactant. Surtout dans une team comme le Thunder. Et ce qui plaît, c'est le style. C'est pas le joueur le plus sexy, mais il joue propre, sans froid, lecture, et ce petit jeu à mi-distance qui peut débloquer des possessions mal embarquées. Et là, par contre, le truc, c'est que sa saison a pris un tournant malheureux, tout simplement parce que son corps l'a stoppé net. Depuis fin janvier, il est blessé et totalement à l'arrêt. Le problème, on le sait, c'est qu'à OKC, les minutes, c'est cruel. Ça se gagne vite, mais ça se perd encore plus vite. Il a prouvé qu'il pouvait aider une bonne équipe. Maintenant, il doit le reprouver en revenant bien. Cela dit, si ça tient, OKC a peut-être trouvé un soldat précieux pour longtemps, et c'est surtout ça que je veux retenir le concernant. Noah Panda, maintenant, c'est le genre de rookie pour lequel j'ai surtout envie d'analyser le rôle, plus que l'impact. Et ce qui est positif, c'est qu'il a déjà une vraie place dans la rotation d'Orlando. Sur la saison, il tourne à autour de 13 minutes avec environ 5 points et près de 4 rebonds. L'adresse est propre, surtout pour un rookie, aussi bien à 2 points qu'à 3 points. Et ça, pour un jeune ailier, ça change tout. Parce que si tu sanctionnes régulièrement dans le corner, le coach peut te laisser sur le parquet même si tu ne crées pas beaucoup. Panda a un rôle lisible, courir, couper, prendre le tir ouvert et faire les efforts en défense, et il y arrive plutôt bien. Et ce qui est super positif, c'est que malgré son manque d'expérience en NBA, il ne joue pas du tout que dans le garbage time. Il est en capacité de cocher tout un tas de cases sans forcer. Il a su montrer que dans tout plein de domaines, il était un ailier mature et utile. Maintenant, vous captez le piège. Orlando a des ambitions de play-off et aucun passe droit ne sera fait. Il faudra qu'il continue à se montrer fiable pour rester sur le terrain. Mais déjà, avoir ce rôle si vite en ayant été drafté au deuxième tour, je trouve ça très sérieux. Et pour continuer sur les rookies draftés au second tour, place maintenant à Maxime Reynaud, l'une des meilleures surprises de la saison pour la France. On parle d'un pivot de 22 ans qui évolue dans le marasme de Sacramento, mais qui a su tirer son épingle du jeu. Peu à peu dans la saison, il a su profiter des blessures pour gagner sa place dans la rotation et choper un vrai rôle, 20 à 25 minutes selon les soirs et une place de titulaire qu'il pourrait garder vu l'état de l'équipe. En clair, le staff lui fait confiance pour tenir le poste 5, même si, soyons clairs, l'équipe ne joue plus rien cette année. On peut dire ce qu'on veut, mais pour un 42e choix de draft, c'est déjà énorme. Maxime est propre, utile, il ne force rien, et il tient une vraie place dans un roster NBA. Quand Sabonis est absent, et il le sera jusqu'à la fin de la saison, Reynaud récupère les minutes et les responsabilités. Il a déjà saisi sa chance avec des prestations solides. En NBA, ce genre d'opportunité, ça peut tout changer, et il assure, il n'est plus un pari, il est mature et fonctionnel. S'il garde cette fiabilité sur la durée, il pourrait même rester dans la rotation à plus long terme. Donc ouais, clairement, une belle surprise, mais malheureusement, je n'en dirai pas autant de Zaccharie Rizaché. Je vais essayer d'être juste le concernant, mais il est sûrement l'un des dossiers les plus sensibles de cette vidéo. Parce qu'on ne parle pas d'un anonyme, on parle du premier choix de la draft 2024, aujourd'hui dans sa deuxième saison NBA avec Atlanta, et le statut change tout. Cette année, il a été titulaire à chaque fois qu'il a joué, avec un vrai rôle d'ailier dans la rotation. Il tourne à autour de 10-11 points, 3-4 rebonds et environ 45% de réussite au tir. C'est loin d'être catastrophique, mais on aimerait qu'il soit plus agressif. On parle d'un joueur qui ne monopolise pas la balle, qui vit des coupes et des tirs ouverts. Quand son tir à 3 points rentre, il devient immédiatement plus dangereux, mais le problème, c'est que ça n'arrive pas tous les soirs. Ouais, quand t'es un joueur qui joue essentiellement sans le ballon, le point primordial, c'est la régularité. Certains soirs, Zaccharie peut planter 15 points sans forcer, d'autres il peut complètement disparaître et finir avec un 0 pointé. Ça c'est le rappel qu'il a 20 ans et qu'il apprend encore, et les pépins physiques ne l'aident pas, rien de dramatique mais suffisamment pour manquer quelques matchs et casser son rythme. Ça se ressent sur l'adresse et sur la confiance, il se rattrape avec une bonne énergie en défense mais clairement on est en droit d'attendre davantage d'un premier choix de draft. L'enjeu pour lui vraiment ça va être de trouver sa constance maintenant. Cette saison sophomore c'est une saison charnière et vraiment je ne veux plus voir de match fantôme de sa part, genre à 0 points, à 0 sur 8 au tir comme il a été capable de le faire. Les responsabilités en ce moment, il les a, mais s'il ne les saisit pas plus, dans les saisons à venir, son temps de jeu pourrait être amené à vite baisser. Maintenant, c'est pas cataclysmique non plus, il est hyper jeune, et un joueur comme Ryan Rupert, par exemple, est beaucoup plus dans l'urgence que lui. Le français vient d'être coupé par Portland pour faire une place à Sidi Sissoko. Ce n'est pas un scandale, mais c'est un signal sur sa cote actuelle. Avant d'être coupé, Rupert avait disputé une petite cinquantaine de matchs cette saison, avec environ 12 minutes de moyenne et aucun rôle clair. Son utilisation était très contextuelle. Quand Portland voulait
injectait de la défense, de la longueur, de l'énergie sur les lignes arrière, il entrait. L'énergie était là, mais son irrégularité au tir l'a pénalisé. Quand tu es un jeune ailier sans tir stable, tu dois compenser ailleurs. Rupert l'a fait par séquence, mais pas assez longtemps pour s'imposer. Et pourtant, il a quand même montré des choses intéressantes, et je veux pas les balayer. Défensivement, il a montré de vrais flashs. Main active, bras long, capacité à gêner le porteur de balle. Il y a notamment ce match fin janvier où il sort 5 interceptions. Ça, c'est son identité. Il peut changer l'intensité d'un match. Il ne monopolise pas la balle. Il se fond dans le collectif. Il court, il coupe. Mais le problème reste le même. Sans menace extérieure régulière, les défenses l'oublient. Et dans la NBA actuelle, c'est pas loin d'être un red flag. Il a eu beau signer un contrat de 10 jours avec les Grizzlies en début de semaine, ça reste précaire et ça ne donne aucune certitude. Est-ce qu'il a encore un avenir en NBA? Peut-être, dans un costume de spécialiste défensif, mais offensivement, il devra se montrer plus fiable. À mon avis, sa carrière dans la Grande Ligue n'est pas finie, mais elle vient de rentrer dans sa zone de vérité, et il n'a pas le choix, il devra prouver. D'ailleurs, dans une situation totalement différente, j'aimerais parler maintenant de Tidjane Salin. Avec lui, on parle d'un 6e choix de draft 2024, donc forcément les attentes existent. Cette saison à Charlotte, il n'a fait que quelques apparitions en tant que titulaire, mais il est clairement dans la rotation. Environ 15 à 16 minutes par match dans un rôle d'ailier fort moderne, courir, écarter le jeu, défendre sur plusieurs postes. Lui aussi alterne avec la G-League à Greensboro pour garder du rythme, et ça fait partie de son plan de développement. Statistiquement, en NBA, on est autour de 6 points, plus de 4 rebonds avec plus de 50% au tir et plus de 42% à 3 points. Pour un joueur de 20 ans, c'est encourageant, surtout que ses tirs ne sont jamais forcés et viennent tous dans le flot du jeu. Même s'il n'explose pas les compteurs statistiques, pour moi c'est bon signe. Surtout qu'il l'a montré en décembre, quand il prend feu derrière la ligne, en à peine 20 minutes, il peut dépasser la barre des 20 points. Typiquement le genre de soirée qui peuvent donner un aperçu de son plafond. Ça, il le confirme en G-League, où avec du volume, il tourne à plus de 17 points et 8 rebonds, preuve qu'il peut produire si on élargit son rôle. Ce que j'aime chez lui, c'est la progression visible, plus confiant sur ses tirs ouverts, plus actif au rebond, plus mobile en défense. Ce qu'il doit encore stabiliser, c'est la constance et l'impact défensif sur 48 minutes en NBA. Mais à 20 ans, avec ce tir déjà fiable et cette longueur, il est clairement sur une trajectoire ascendante. Ni star, ni déception. Plutôt un projet qui avance dans le bon sens. Et un autre qui avançait dans le bon sens, avant sa blessure, c'était clairement Alex Sarr. Là, il n'est plus question de parler de prospect, on est sur un intérieur qui peu à peu devient un vrai pilier. Les chiffres sont très costauds pour un pivot de 20 ans. Environ 17 points, presque 8 rebonds, près de 3 passes et de 2 contres à quasiment 50% au tir. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il impacte des deux côtés. Il marque près du cercle, il punit sur rebond offensif et il a même un tir extérieur suffisant pour ne pas être ignoré. Mais surtout, défensivement, c'est déjà une vraie présence. Protection du cercle, dissuasion, timing au contre. À Washington, on ne le traite plus comme un simple jeune à développer, on le traite comme un mec autour de qui tu construis. Et ça, à mon sens, ça change complètement la façon dont on doit analyser sa saison. Il a déjà sorti des matchs qui parlent tout seul, du genre 29 points, 12 rebonds, 6 contres. Typiquement la ligne de stats qui résume son plafond. Domination offensive, mur défensif. Mais ce que j'aime aussi, c'est ces matchs plus complets, du genre 12 points, 12 rebonds, mais 5 passes, où il sert de point de fixation, où il fait jouer. Ça montre qu'il n'est pas juste un finisseur vertical. Maintenant, l'actualité est importante. Son élongation à l'ischio casse son rythme au pire moment, juste avant la dernière ligne droite, et franchement c'est dommage. Maintenant, je m'attarde un petit peu sur son cas, car le contexte des Wizards peut vraiment faire évoluer son rôle. Avec les mouvements récents, et notamment l'arrivée d'Anthony Davis, le décor change. Si tout le monde est en bonne santé, Sarr peut glisser plus souvent au poste 4 par séquence, partager la protection du cercle et apprendre au quotidien avec un vétéran élite. Ok, ça peut réduire un peu ses responsabilités, mais ça peut aussi améliorer la qualité de ses tirs grâce à plus de spacing et de création autour de lui. Par contre, si AD reste sur la touche, Sarr redevient immédiatement le pivot central avec encore plus de ballons. Mais dans les deux cas, il est au cœur du projet. À ce stade, pour moi, il est devenu une valeur sûre parmi les Français. La seule inconnue, c'est la santé. Mais s'il revient à 100%, on parlera sûrement de lui comme un potentiel futur franchise player en construction. On en vient maintenant à Nolan Traoré, et là, c'est une situation que j'adore observer en ce moment. Drafté en 19e position par Brooklyn à seulement 19 ans lors de la dernière draft, il a démarré la saison avec un rôle très encadré, des minutes limitées et une adresse parfois en berne. Mais depuis fin janvier, on a clairement vu un shift. On parle maintenant d'un joueur qui joue une vingtaine de minutes par match pour environ 8 points et plus de 3 passes par soir à un peu plus de 40% au tir et 34% à 3 points. Ce ne sont pas des stats de franchise player, mais pour un meneur rookie de 19 ans dans une équipe en construction, c'est une base très solide. Et le truc, à mon avis, vu sa progression constante, c'est que les chiffres de façon globale sur la saison ne racontent pas toute sa campagne. Ce qui saute aux yeux, c'est la création. Traoré joue vite, il met de la pression sur la première ligne défensive, il sait trouver le roller ou le shooter dans le corner. Il a déjà signé un double-double à 13 points et 13 passes, et plusieurs matchs à plus de 20 points avec 7 ou 8 passes. Ça, pour un rookie européen au poste 1, c'est un vrai signal. Il n'est pas juste là pour tenir le ballon, il organise, il accélère, il donne du rythme.
Son plus gros levier d'évolution reste le tir extérieur et la gestion des pertes de balles, mais la progression depuis janvier est fulgurante. Il s'installe dans la rotation et gagne la confiance du staff, c'est une super surprise. En progressant sur ses points faibles, il a vraiment de quoi envisager un rôle de meneur titulaire durable dans son futur NBA. Et un qui est titulaire et même bien plus que ça, même s'il a débuté quelques matchs sur le banc cette saison, c'est bien Victor Wembanyama. Là je vais prendre quelques secondes de plus le concernant parce que j'ai énormément de choses à raconter et il va falloir que je me limite. Victor Wembanyama cette saison, c'est près de 24 points, plus de 11 rebonds, près de 3 contres, autour de 51% au tir et environ 36% à 3 points en jouant autour de 29 minutes par match. Pour un joueur de ce gabarit, ça ressemble pas à une bonne saison, ça ressemble à une superstar. Il est le meilleur contreur de la NBA, il enchaîne les matchs à 5 contres et même quand ça ne se voit pas sur la feuille, il change les trajectoires de tir près du cercle juste par sa présence. Et avec lui, les Spurs sont très solides dans la conférence Ouest. La nuance, elle est là, cette saison, il n'est pas juste monstrueux, il fait gagner sa team. Et surtout, depuis sa blessure, et ça je m'y attendais pas, il est disponible, et pas qu'un peu. Et ça change tout, parce que la question santé, depuis le début de sa carrière, elle est au cœur des débats. Dans une de mes vidéos d'il y a quelques semaines, j'étais sceptique pour le Deepoy, à cause de l'éligibilité, pas du niveau, je tiens à le préciser, et j'insiste énormément dessus. Il avait déjà manqué 14 matchs, donc la marge pour atteindre les 65 était minuscule, mais depuis mi-décembre, il n'en manque plus un, il joue même les back-to-back, et quand je vois que les Spurs ne cherchent pas du tout à l'économiser, ok, mais à culpa, il redevient mon favori. Pourquoi ça compte ? Parce que le Wemby qu'on a cette saison, c'est pas simplement un scoreur ou un protecteur de cercle. C'est un mec qui structure l'attaque. Ses tirs de loin créent un spacing rare pour un joueur de 2m24. Il attire les switches et punit les mismatchs. Il est clairement traité comme celui qui doit finir les possessions importantes. Puis défensivement, on l'a dit, il influence chaque possession. Alors plus que jamais, s'il joue 65 matchs, il le méritera de le soulever, ce trophée de défenseur de l'année. Pour faire simple, il n'est plus le futur de la NBA, il est déjà le présent. J'espère vraiment qu'il va rester en bonne santé pour remporter le Deepoy et briller en play-off, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, en parlant de play-off, Gershon Yabusele aurait pu les jouer s'il était resté au Knicks. Sauf que là, avec le virage qu'il a pris suite à son transfert aux Bulls, les chances sont désormais bien plus minimes. Gershon, sa saison, c'est vraiment deux scénarios qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. À New York, il était dans l'ombre, moins de 10 minutes, un rôle qui bouge tout le temps, des stats faméliques et un rythme difficile à trouver dans un effectif blindé. Et puis à la deadline, il part à Chicago en décidant de faire une croix sur sa player option pour que le trade se fasse. Ça, c'est pas un détail, c'est un vrai pari sur lui-même. Une preuve qu'il préfère du temps de jeu et une occasion de briller plutôt qu'un filet de sécurité. Ça en dit long sur son état d'esprit. Et le truc, c'est que pour le moment, tout laisse à penser qu'il a eu raison. Depuis son arrivée, il a retrouvé un vrai rôle dans la rotation, avec des minutes stables et un shoot extérieur qui retombe enfin dedans. Ouais, avec les Bulls, il est utilisé comme un intérieur moderne, capable de jouer le bully ball près du cercle, mais aussi de sanctionner à 3 points. Il n'est pas un défenseur élite, mais il apporte du physique, de l'énergie, de l'expérience. Dans une équipe qui a connu pas mal d'absences et de rotations bricolées, il a profité des minutes ouvertes pour s'installer. Et contrairement à New York où il subissait le contexte, ici, il est intégré dans des line-up où son spacing est utile. On ne lui demande pas d'être la star, mais d'être fiable, et pour l'instant, il l'est. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas eu besoin de faire un carton à 25 points pour prouver sa valeur. Parfois titulaire, d'autres fois non, à Chicago, il se montre adroit, physique et intelligent. S'il tient ce niveau, il va se sécuriser une place en NBA tranquille pour l'an prochain. À lui, donc, de tenir la cadence et d'accepter d'occuper des rôles qui peuvent changer d'un soir à l'autre. À 30 ans, c'est ça le plus important, être utile dès qu'il rentre à tous les matchs. À New York, sa saison était ultra décevante, mais faire une croix sur sa player option pour pouvoir bouger à Chicago, c'est finalement peut-être le choix le plus intelligent de sa carrière NBA. Chez les Bulls, il retrouve une vraie opportunité et honnêtement, ça fait super plaisir à voir. Maintenant voilà, on arrive peu à peu à la fin de mon marathon de 25 joueurs. Si on regarde l'ensemble, on a des mecs qui sont déjà installés, des projets et des carrières qui sont en train de se jouer. Et ce que j'aime, c'est que pour beaucoup, d'ici la fin de la saison, ça peut encore partir dans complètement tous les sens. Cette francosphère là, elle va être encore plus géniale à suivre dans les semaines, voire les mois à venir. Alors maintenant, la question, je vous la pose, qui vous impressionne le plus, qui vous inquiète et qui peut exploser? Dites-moi ça en commentaire, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour avoir encore plus de contenu de ce genre dans votre feed YouTube. Puis pareil, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster parce que ça apporte une force immense. Alors merci d'avance pour tout la team et nous, on se retrouve dans la section commentaires tout de suite.